On a vu c'était quoi une table de vérité en définissant des symboles de base de notre système déductif. On l'avait dit, on a juste le symbole de négation, donc de négation et le symbole d'implication. Donc avec ces deux symboles et des règles de formation, on a pu déterminer des formules bien formées. Et grâce à ces formules, lorsqu'on est passé du côté sémantique, on a pu voir si ces formules, en principe ici des propositions, si elles étaient vraies ou fausses. Et on a vu comment est-ce qu'on pourrait vérifier cela, notamment à travers des distributions de valeurs de vérité. Et à la fin, on a énoncé un fabuleux théorème de Gödel qui nous dit au sens littéral du terme que la syntaxe est égale à la sémantique. Si on prend T ou gamma, un sous-ensemble de formules, et qui constituerait plus ou moins des axiomes, et qu'on ajoute à cela ces axiomes, les axiomes de base de LPC. Si ce système prouve phi, alors nécessairement le même système va satisfaire phi au sens sémantique du terme. Donc ici, c'est au sens syntaxique, c'est-à-dire ici on utilise la notion de preuve, ici on utilise la notion de table de vérité. Alors ce que Gödel nous dit, c'est que faire la preuve dans le système formel, c'est quasiment la même chose que dresser une table et d'évaluer la valeur de vérité de cette formule. Donc, ce théorème est assez puissant parce qu'en général, dans la pratique, faire des preuves, c'est pas aisé. Et tandis que dresser un tableau et avoir des valeurs de vérité d'une proposition euh, est facile, plus ou moins. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de démontrer ce théorème de complétude de Gödel. Alors, on va l'énoncer. Théorème. Alors, c'est le théorème de complétude. Théorème fort, de complétude fort. Alors, on est toujours dans la logique propositionnelle classique qu'on a abrégé LPC. Alors, on prend soit gamma, un ensemble. Donc, si on se donne gamma, un ensemble de propositions, ici, ça peut être entendu comme des actions. Donc, on a notre système formel LPC de base. On prend un ensemble infini, dénombrable ou pas, d'actions. Donc, ici, on utilise la terminologie proposition parce que, justement, on est dans la logique propositionnelle. Mais ici, dans ce cadre, c'est vu comme des actions, un ensemble de propositions. Et on se donne P, une proposition, une proposition. Alors, gamma prouve P si et seulement si. Gamma est la conséquence sémantique de P. Et on a vu ce que voulait dire conséquence sémantique de P. Vous pourriez voir la vidéo précédente, le cours précédent. Ça veut dire ici, on a toute distribution de valeurs de vérité euh, satisfont, qui satisfait les axiomes de gamma, satisfait nécessairement P. Alors, pour prouver ça, on aura besoin plus ou moins de quelques lemmes, notamment 4 lemmes. Le premier, ça parle de la notion de consistance d'une théorie. La notion de consistance, ici, en opposition de contradictoire. Dans une théorie, elle est dit est consistante si elle ne prouve pas tout. Donc, avant de prouver ce fameux théorème, on définit d'abord, on dira que S, une extension de LPC. Extension ici au sens où tout le système formel déductif de S contient très exactement celui de LPC. Rien de plus. C'est-à-dire le nombre de variables de LPC est contenu dans le nombre de variables de S. Les formules de LPC sont les formules de S.
Les systèmes déductifs de LPC sont les systèmes déductifs de S, plus ou moins d'autres systèmes déductifs. Et les axiomes de LPC sont au moins les axiomes de S. Donc, S pourrait en avoir plus. Donc, une extension, c'est vraiment au sens du système déductif. Si on se donne un système S qui est une extension de LPC, on dira que S est consistant si S ne prouve pas toutes les formules, ou toutes les propositions, si vous voulez. Donc, une extension S sera dite consistante si on ne prouve pas tout. Dans le cas contraire, elle est dite contradictoire. Et dans un système contradictoire, c'est plus ou moins un système où on prouve tout, c'est-à-dire même des choses qui, d'un point de vue méta, c'est-à-dire qui participent à notre vie de chaque jour, on pourrait prouver ça dans ce système, même si elle est fausse. Et donc, le système est tout simplement contradictoire. Et donc, le système est consistant. Et bien, de fois, on aime travailler avec des systèmes consistants. C'est qu'il ne faut pas qu'on prouve tout. Et donc, là, la notion de théorème prend vraiment sa place. Ce qui sera prouvé sera appelé un théorème. Alors, le premier lemme qu'on va donner, c'est soit est-ce une extension de LPC. Alors, si S, on va dire S est consistant pour le système, bien sûr. Si et seulement si, SSI, si et seulement si, il existe une proposition P telle que S prouve P et S prouve non P. Et donc, la prochaine définition de consistance qu'on va adopter sera que il va exister une proposition S, P, telle que S prouve P et S prouve non P. Donc ça va être notre prochaine définition de la consistance après avoir démontré ça. Donc, démonstration. Alors, condition, on va faire la condition nécessaire. Donc, condition nécessaire. On va supposer que S est consistante. Alors, S est consistante, ça veut dire quoi? Ici, c'est pas vraiment la consistance dont je voulais parler. Ici, S est contradictoire. S est contradictoire. Donc, ici, c'est contradictoire plutôt. Si et seulement si on peut trouver une proposition P telle que S ne prouve pas P et S prouve P et S ne prouve pas, S prouve aussi non P. Donc, on suppose que S est contradictoire. Alors, S prouve toutes les formules, toutes les propositions. Ici, il suffit de prendre, il suffit de prendre une proposition Q, comme S prouve tout, une proposition, il suffit de prendre une proposition Q, et dans ce cas, on aura S qui prouve Q et S qui prouve aussi non Q, vu que S prouve toutes les formules. Dans condition suffisante,
On suppose qu'il existe une formule. On suppose qu'il existe une formule, une proposition P telle que S prouve P et S prouve non P. Alors, on veut montrer que S prouve toute formule. Alors, on se donne, enfin, toute proposition ou toute formule. On se donne une proposition Q, soit Q, une proposition. On se donne soit Q, une proposition. On veut montrer que S prouve Q. On veut montrer que S prouve Q. Alors, n'oublions pas qu'une preuve, c'est une suite bien ordonnée de formules, que ce soit un axiome, soit une conséquence directe des formules qui précèdent précédent dans la liste. Donc, je commence avec quoi? Je commence avec un axiome pour rappeler du fait que lorsqu'on a un système euh, LPC, logique propositionnelle classique, on a nos axiomes de base. Et donc, si S est une extension de LPC, naturellement, S prouve l'axiome, les axiomes de base de LPC. Et en l'occurrence, elle prouve P implique, non, on va dire P implique, non P implique non Q implique non P. Ça, c'est l'affirmation du conséquent. En deux, on a S par hypothèse qui prouve non P. En trois, on fait le modus ponens de 1 et 2. On obtient S qui prouve non Q implique non P. En 4, on a S, ça c'est un axiome, donc ici c'est L1. Dans les vidéos précédentes, vous verrez, c'est L1. En 4, on a la contraposition converse. Donc S qui prouve non Q implique non P. Le tout implique P implique Q. Et en 5, modus ponens de 3 et 4 nous donne que S pour P implique Q. En 6, on a aussi par hypothèse S qui prouve P. Donc là, c'est vraiment l'hypothèse. Hypothèse. Et en 7, modus ponens de 6 et 5, on a S qui prouve Q. Donc, on s'est donné une proposition quelconque Q, et donc on a établi une preuve formelle de ce que S prouve Q. Et donc, ça veut dire que, quelle que soit la proposition de notre système, ce système prouve Q, il est tout simplement contradictoire. Donc, S est contradictoire. Donc, par la suite, au lieu d'utiliser le fait que un système soit contradictoire au sens où il prouverait tout, on pourrait se limiter au fait qu'il prouve quelque chose et son contraire. Alors, comme je vous l'ai dit, le théorème de Gödel de complétude est un théorème assez complexe. Il demande beaucoup de lemmes, de résultats. Et le prochain résultat, c'est le suivant. Donc, dans tout ce qui suivra, on prendra toujours S, soit S, une extension de LPC. Si S ne prouve pas P, si S ne prouve pas P, alors S plus non P est consistant. Ça veut dire si on a un système qui ne prouve pas une formule, si on ajoute à ce système la négation de cette formule, ce système reste consistant. Donc, on prend une instant, enfin, le système de base n'était pas consistant, mais si on ajoute donc justement l'opposé de la formule dont il ne prouve pas, il reste consistant.
Alors, comment on fait ça? Alors, on suppose, on va dire, démonstration. On suppose que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas le cas. Alors, S plus non P prouve toutes les formules, toutes les propositions. En particulier, on aura S plus non P. Il va prouver non P implique P. Donc, si le système n'est pas consistant, il est contradictoire. Et donc, on l'a vu, hein, ou bien il prouve tout, ou bien il prouve une proposition et son contraire. On a préféré choisir la première définition, la définition générique. Il prouve tout, et en l'occurrence, il prouve non P implique Q. Et donc, bien de fois dans l'épreuve, il faut être astucieux. Le choix des propositions qu'il faut justement pour arriver au résultat. C'est presque ici comme de l'analyse. On ne sait pas toujours par où commencer, mais après plusieurs essais-erreurs, on trouve quelle est la bonne proposition à choisir. Et donc, si S plus non P prouve P, non P implique P, alors, d'après le théorème de déduction, d'après le théorème de déduction, on l'a prouvé au cours précédent, le théorème de déduction. Ça nous dit simplement, donc on fait un petit rappel. Dans toutes nos vidéos, nos rappels seront inscrits de cette façon. Petit chapeau là, donc c'est pour dire rappel. S, si S, un système auquel tu ajoutes une proposition prouve une autre notée Q, alors S prouve P implique. Et donc, c'est ça le système de déduction. Dans notre façon de faire les mathématiques en général, c'est ça qu'on utilise et réciproquement aussi. Si on veut prouver une implication que P implique Q, en général, on suppose que P est vrai. Donc, pas du fait que P est vrai. On veut aboutir nécessairement au fait que Q soit aussi vrai. Pourquoi? Parce qu'une implication de fait reste vraie si P est faux. Donc, si P est toujours faux, alors, cette démonstration est triviale. Donc, le fait, ça reste consistant si P vraiment est vrai. Donc, on suppose que P est vrai. Et donc, supposer que P est vrai, ça veut dire que, voilà, on a étendu notre système en prenant comme P pour axiome de base. Il suffit de démontrer que. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Si S plus non P prouve non P implique P, alors par déduction, on a S qui prouve non P implique non P implique P. Et par contraposition, donc par contraposition converse, on aura S. Donc je ne vais pas tout réécrire, mais par contraposition converse, n'oubliez pas, ça c'est un axiome de base de notre théorie, donc c'est L3, si vous suivez les cours précédents. On aura S qui prouve P implique P, qui implique P. Et donc, c'est ici qu'on utilise au premier, lorsqu'on a introduit la notion de preuve, on avait démontré dans un petit rappel, bon, ça c'est un petit rappel, lorsqu'on a défini, introduit la notion de preuve, on avait démontré que tout système, enfin que LPC, et donc probablement toute extension de LPC, prouve P implique P. Donc, dans tout système, on a toujours P qui implique P. Bon, voilà, c'est trivial. Aujourd'hui, après on aura démontré
le théorème de complétude. Pour vérifier ça, on pourra passer par la sémantique. Mais ici, on n'a pas encore la sémantique, donc on peut pas utiliser les tables de vérité. On est obligé de prouver, et on l'avait prouvé. Et donc, comme on a prouvé ça, ce qu'on va dire étant ici, c'est qu'en faisant un modus ponens entre ceci et le fait que S prouve P implique P, on aura donc par déduction. Déduction ici, pas au sens de théorème de déduction, mais au sens des règles de déduction, entre parenthèses, modus ponens. Donc c'est différent ici. On aura S qui prouve P. Ce qui est absurde parce que de base, S ne prouve pas P. D'où S plus P, donc S plus non P est consistant. Ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on passe à notre lemme 3. Donc, le troisième lemme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est assez intéressant parce qu'il touche presque euh, la notion de chaîne et on va l'utiliser lorsqu'on va démontrer le quatrième lemme qui va faire recours au métathéorème, euh, au méta-axiome de choix parce que ça va impliquer le lemme de Zohr. Et ici, on n'a pas encore les outils pour parler à proprement dit de ces notions-là, axiome de choix et le lemme de Zohr. Mais d'un point de vue méta, dans la vie de chaque jour, il y a l'axiome de choix, donc ça ne nous laisse pas. C'est presque toujours là. Il y a le lemme de Zohr. Et donc, on va d'un point de vue méta les utiliser, même si formellement, on ne les a pas encore introduits. D'un point de vue, on va dire, intuitionniste, méta, on va utiliser ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit le lemme 3? Le lemme 3 nous dit que si on prend une chaîne dont soit c'est une chaîne, on va définir, d'extension, une chaîne d'extension consistant de LPC, alors la réunion de tous les éléments de C est consistant, est consistant. Donc, l'objet qu'on va appeler réunion de C. Donc, en autre réunion de C, la réunion de tous les éléments de C, en général, on écrit ça comme ça, dans réunion de A appartenant à C. Mais d'un point de vue plus compact, on peut noter juste réunion de C. Donc, on prend S, C, une extension. C'est quoi une extension? C'est tout simplement un ensemble constitué, on va dire, une chaîne, c'est juste un ensemble, on va dire, bon, une chaîne est toujours munie d'une relation d'ordre. Donc, on va supposer que si A muni d'une relation d'ordre, on pourrait noter ça autre chose que inférieur, et une chaîne si pour tout couple, donc si on prend deux éléments, on va dire P, Q dans A croix A. Ici, la notion de produit cartésien n'est pas encore définie, donc là, je l'utilise juste par abus. On va définir par la suite, lorsqu'on va parler de théorie d'ensemble, la notion de produit cartésien, la notion de couple, et même on va spécifier ce que c'est que ce symbole d'appartenance. Donc ici, c'est vraiment un abus, parce que je vais définir ce que c'est qu'une chaîne. Donc si on prend un ensemble ordonné sur une chaîne comme ceci, si en fait il est totalement ordonné, c'est-à-dire chaque fois que je prends un couple PQ, alors je sais toujours dire ici,
P est plus petit que Q ou Q est plus petit que P. En général, on parle de chaîne lorsqu'on a une su-théorie qu'on va noter, on va dire B. Et donc, on prend un sous-ensemble de ce B, il est dit chaîne s'il est totalement ordonné, tout simplement. Et donc, on se prend une chaîne, non, une chaîne d'extension consistante de LPC. Alors, la réunion de ces éléments reste consistante. Alors, comment on va démontrer ça? Démonstration. Donc, c'est ici qu'on va utiliser le lemme qui montre que la consistance implique prouver quelque chose et son contraire. Donc, démonstration par l'absurde. Donc, ça, c'est le méta-théorème de l'absurde parce qu'on va aussi introduire d'un point de vue formel ce que c'est que la démonstration par l'absurde. Donc, d'un point de vue formel, on va démontrer qu'on peut faire des démonstrations par l'absurde. Donc, vraiment ici, la terminologie par l'absurde, c'est d'un point de vue méta. Dans la langue courante, on peut se permettre de dire, OK, bon, voilà, supposons que ça n'existe pas. N'oublions pas que la logique mathématique essaie de capturer la logique, on va dire, la métalogique, on va dire celle du langage. Donc, il y a toujours une logique supérieure à la logique formelle mathématique. Donc par l'absurde, on suppose que la réunion de C, c'est-à-dire la réunion de tous les éléments de C, n'est pas consistante. Alors, il existe nécessairement, il existe P, une proposition telle que, n'oublions pas que la réunion des éléments de C reste une extension de LPC, donc c'est une extension de la logique propositionnelle classique. Donc la réunion de C prouve P et la réunion de C prouve non P. Alors on va aboutir à une contradiction. Et ce qu'on veut faire, c'est de démontrer que nécessairement il y a une extension, un élément de C qui sera contradictoire. Donc, on suppose que LPC n'est pas consistant, ça veut dire contradictoire tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'on peut trouver une proposition P telle que la réunion de C prouve P et son opposé, sa négation. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut exhiber un élément de C qui prouverait plus ou moins aussi P et non P, et de ce fait, il sera contradictoire, ce qui est absurde parce que les éléments de C sont consistants. Alors, on prend soit phi 1, ou bien notons ou soit phi 1, point, phi n, la liste de tous les actions apparaissant dans les deux preuves formelles. Donc, comme LPC prouve P, on a une preuve de P dans LPC, dans la réunion de C, on a une preuve. Et une preuve, c'est une suite ordonnée de formules. On les appelle ici actions. Comme la réunion de C prouve aussi non P, il va exister aussi une liste bien ordonnée de formules, de propositions. Alors, on va prendre la réunion de ces propositions. C'est un nombre fini. Et on va les noter tout simplement phi 1 jusqu'à phi n. On a, pour tout i, allant de 1 jusqu'à n, on a chaque phi i qui appartient, on va dire, à si, qui est lui-même élément de C. C'est-à-dire, comme les phi i sont des propositions de la réunion de C, la réunion de C, ce sont
les extensions, les éléments de C sont des extensions consistantes de LPC. Donc, si je prends une formule, nécessairement, ça appartient à un SI. Or, donc par ailleurs, si I est différent de J, comme C est une chaîne, alors c'est toujours comparer SI et SJ. Alors, on a toujours SI contenu dans SJ ou SJ contenu dans SI. De façon stricte, vu que I est différent de J. Ainsi, on peut toujours trouver un S. Ainsi, on peut toujours trouver un S, vu qu'on sait toujours ordonner euh, ou dire entre SI et SJ, lequel des deux est plus grand. Ainsi, on peut toujours trouver un S de C contient tous les phi I. D'autant plus que chaque phi I est dans SI. Les phi I sont en nombre fini, donc on n'en a que n formules phi I qui prouvent les deux propositions. Et donc on aura un nombre fini de SI qui chacun contiendrait phi I. Et donc si on prend le plus grand de ces SI, alors ce plus grand SI contiendra tous les phi I. Et donc ainsi, il existe S appartenant à C tel que pour tout I appartenant à 1 jusqu'à N, si I appartient à S. Mais si phi I appartient à SI ou si tous les phi I appartiennent à SI et que les phi I constituent une preuve de P et de nombre P, ça veut dire que je pourrais dans S redresser la même liste ordonnée finie de preuves de P et de nombre P. Et dans ce cas, et donc, j'aurais que S prouve P et S qui prouve non P, c'est-à-dire S contradictoire, ce qui est absurde. Donc, nécessairement, la réunion de tous les éléments de C reste consistant. Et donc, ce lemme est d'autant plus intéressant qu'il nous permet de démontrer un lemme suivant, c'est le lemme 4. Ça nous dit quoi? Que toute extension consistante S de LPC, voilà, il y a quelques petits ratus, donc toute extension consistante S de LPC admet une extension T qui soit consistante et complète. Alors, il y a un terme ici qui nous est plus ou moins nouveau, notion de théorie complète. Alors, définition. C'est quoi une théorie complète? On dira tout simplement, on dira que T est complète. Si T décide de toute formule, si ou toute proposition ou formule, proposition P, on a T qui prouve P ou T qui prouve non P. Donc, la complétude ici d'une théorie tient du fait que si on a une proposition, on peut toujours dire si la théorie prouve cette proposition. Donc, si la proposition est un théorème ou bien si c'est sa négation qui en est un. Donc, c'est ça la complétude. Et c'était ça le rêve de David Hilbert, de pouvoir formaliser
la théorie mathématique, du moins la logique, de sorte à avoir un système à la fois consistant et complet. Et par la suite, on verra que les théorèmes d'incomplétude de Gödel vont briser le rêve de David Hilbert. On ne pourra pas avoir en même temps cette consistance et cette complétude. Du moins, du moment où on fera un peu d'arithmétique dans la théorie, ce serait quasiment impossible d'avoir la complétude de la théorie. Mais il n'en est pas le cas, nous n'en sommes pas encore là. On verra ça plus tard. Donc, on va prouver ce lemme. Alors, ce lemme, comment on le prouve? Démonstration. Et c'est ici que le cours devient assez interactif. Alors, on va poser epsilon, les S', tel que S' est une extension consistante de S. Alors, on va raisonner sur ce grand E et je vous laisse démontrer ce théorème. Donc, ça, ce sont les indications. La première, c'est de montrer que E est non vide. Donc, il contient au moins un élément. Et voilà, c'est évident. On a pris toute extension de consistance S de LPC, admet une extension consistante et complète. Et donc, S naturellement est dans E, parce que S est une extension consistante de S. Donc, c'est non vide. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de montrer que E est un ensemble ordonné. E est ordonné. La troisième chose, c'est de montrer que E est inductif. L'induction au sens où toute chaîne admet un majorant et on a défini précédemment ce que c'était qu'une chaîne. Donc l'idée ici d'induction, c'est de montrer que si on prend C, une chaîne de E, alors ça admet un majorant pour l'inclusion. Voilà, je vous ai déjà donné la relation d'ordre dans 1. Et donc ce qui nous permet de faire ça, c'est le lemme précédent. Et la quatrième étape, c'est d'utiliser le lemme de zone. Et d'exhiber un élément maximal de E et de montrer que cet élément maximal, c'est la théorie qu'il nous faut, c'est la théorie T. Elle sera consistante et nécessairement elle sera complète. Donc voilà, je vous laisse cette démonstration pour vous avec ces indications. Et donc voilà les 4 lemmes qui vont nous permettre de démontrer le théorème de complétude de Gödel, un théorème magnifique qui nous dit plus ou moins que S, une extension de LPC, prouvera une proposition si et seulement si et seulement si S est une conséquence sémantique de P. Et là, c'est un résultat extraordinaire parce qu'il va nous permettre de laisser provisoirement le monde des preuves, un monde complexe, un monde où manipuler les symboles ne sont pas toujours évidents, pour entrer, pour faire une incursion dans un monde plus ou moins réel, un monde qui nous est plus ou moins proche, où on ne parle que de table de vérité, de distribution de valeurs de vérité, qui est a priori plus facile. Donc, dans le cours prochain, on va entrer euh, avec les 2 pieds dans l'assiette, en démontrant très exactement cette proposition. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si oui, abonnez-vous et à la prochaine dans la prochaine vidéo. Merci.